Ok, d'accord. Enfin, l'intervention, c'est sur la prison et en deuxième partie sur la désistance. La désistance, c'est le processus de sortie de la délinquance pour comprendre quels sont les facteurs qui font qu'on sort de la délinquance. Enfin, je vous fais cette intervention, c'est seulement surtout pour votre culture générale, mais parce qu'aussi, là où vous intervenez, peut-être que parfois il y a des sujets sur la prison, peut-être que vous allez rencontrer des anciens détenus, peut-être des jeunes qui commettent des délits et qui risquent bien sûr d'aller en prison. Donc, c'est bien aussi d'avoir un aperçu sur le milieu carcéral, quoi. Enfin, je vous fais aussi cela parce que moi, j'interviens beaucoup en prison. Je suis en convention avec la direction de l'administration pénitentiaire. Donc, je fais à peu près entre 30 et 40 établissements pénitentiaires par an. Par exemple, cet après-midi, je suis à la prison de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, où je vais faire un débat, une conférence avec beaucoup de détenus, quoi. Donc, je me déplace en général dans toute la France pour faire des débats, aussi bien dans les maisons d'arrêt que dans les prisons pour femmes, que les prisons pour les mineurs ou pour les longues peines. Et quand je parle des longues peines, c'est des détenus qui ont entre 15 ans de prison et perpétuité. Donc, je fais aussi des débats avec ces personnes. Et moi-même, dans le passé, j'ai été délinquant. J'ai fait, pendant 15 ans, j'étais voleur. C'était entre parenthèses, mon métier. Et en tout, j'ai fait 5 années de prison. Les prisons que j'ai fait la prison de Bois d'Arcy, la prison de Fresnes, la prison de Nantes, la prison de Chartres, la prison de Nîmes, la prison d'Avignon, la prison des Baumettes à Marseille, la prison de Liancourt dans l'Oise, et j'ai fait aussi de la prison d'Algérie. Vous voyez, j'ai quand même aussi un long parcours carcéral, et aujourd'hui, j'interviens très régulièrement en prison. C'est moi qui ai fait la demande au ministère de la Justice, donc j'ai été reçu au ministère pour faire des propositions d'intervention en prison. Ça a été très, très apprécié par le ministère, et aujourd'hui, j'interviens très régulièrement en milieu carcéral, quoi. Après, au fur et à mesure, Nadia, si tu vois des questions, je peux y répondre directement, hein. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Ok, on verra au fur et à mesure. Au fur et à mesure, d'accord. Donc, je déroule et à chaque fois, vous pouvez noter des questions. L'administration pénitentiaire a la deux missions: prendre en charge les personnes placées sous main de justice, c'est-à-dire que leur boulot, c'est la justice les condamne à un certain nombre d'années de prison, ou de mois, ou de semaines. Et donc, le rôle de la pénitentiaire, c'est de les maintenir en prison. Et la deuxième mission de l'administration pénitentiaire, c'est la réinsertion des détenus. Et il n'y a qu'une école en France qui forme les surveillants pénitentiaires, c'est l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire, qui se trouve à Agen. Pour les établissements pour peine, les chiffres sont récents, hein, avril 2020. Il y a 93 maisons d'arrêt. Disons qu'il y a une maison d'arrêt par département. Comme ça, je vais vous dire c'est quoi la différence. Des centres de détention, 25 centres de détention, 6 maisons centrales, 6 EPM. Je vais vous faire la différence. Les maisons d'arrêt, il y en a une par département. Et on met les condamnés et les prévenus. Ce qu'on appelle les prévenus, c'est les détenus qui ne sont pas encore condamnés. Donc, qu'on met en prison et qui seront condamnés par la suite. En général, ceux qui sont prévenus et qu'on met en prison, c'est-à-dire que quand ils vont être condamnés, il y aura sûrement une peine de prison, quoi. Les centres de détention, c'est qu'une fois que tu es condamné, si tu as plus de 2 ans de prison, soit tu vas en centre de détention où il y a quand même un travail sur la réinsertion, c'est pour des moyennes peines, et soit en maison centrale, c'est un régime sécuritaire, c'est pour des détenus beaucoup plus dangereux. Hein. Les maisons centrales, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en France, il y a 6 maisons centrales. C'est souvent pour des longues peines et des individus qui ont fait des évasions, ou alors des terroristes, ou alors des détenus dangereux, quoi. Donc, vous voyez, faites la différence. Maison d'arrêt, une par département, il y a des condamnés et puis des prévenus. Centre de détention, c'est une fois que tu es condamné à plus de 2 ans, tu vas soit en centre de détention ou soit en maison centrale. Les EPM, c'est les prisons où il y a uniquement des mineurs. Sachez que dans les maisons d'arrêt, il y a aussi des quartiers, il peut aussi y avoir des quartiers mineurs, où il y a des mineurs qui sont séparés des majeurs, mais il y a des cellules réservées pour les mineurs, comme il peut y avoir aussi un quartier pour les femmes, aussi en prison, quoi. Donc les EPM, il y en a 6 en France. On peut aller en prison à partir de l'âge de 13 ans, c'est entre 13 et 18 ans, ils peuvent aller en EPM. Je vais vous donner les chiffres après. Centre de semi-liberté, c'est pour les détenus qui ont dépassé la mi-peine et qui un aménagement de peine. La journée, ils sortent, ils vont soit en formation, soit à l'école, soit au travail, et le soir, ils doivent rentrer en prison, et le week-end, ils sont aussi en prison, quoi. Après, souvent, quand tu es en semi-liberté, tu peux avoir des permissions de sortie, puis le week-end, tu peux rentrer chez toi.
C'est-à-dire que tu passes la nuit en prison et la journée, tu vas travailler. C'est centre de semi-liberté. C'est pour les détenus qui arrivent souvent en fin de peine. 44 centres pénitentiaires, souvent c'est un mix entre à l'intérieur, il peut y avoir une maison d'arrêt, un centre de détention à l'intérieur, ensemble. Ou alors il peut y avoir une maison d'arrêt, centre de détention, maison centrale. SMPR, c'est pour les gens qui sont malades ou qui ont des problèmes psychiatriques. Il y a des centres, c'est des prisons, mais où on enferme les personnes qui ont des problèmes de santé ou alors qui ont des problèmes psychiatriques. Les unités hospitalières, c'est dans un hôpital civil où il y a un quartier dans l'hôpital qui est réservé seulement aux détenus, donc vous ne pouvez pas y rentrer. Les chambres dans l'hôpital ont des barreaux, c'est surveillé soit par des policiers, soit pour des surveillants pénitentiaires. Il y a une seule prison-hôpital en France, c'est à Fresnes. Ça c'est que c'est le ministère de la Santé qui gère la santé en prison. Après, je ne sais pas si parmi le groupe, il y en a qui ont été en prison, donc je vous montre aussi quelques photos du milieu carcéral. Ou peut-être qu'il y en a qui vont tomber, je n'en sais rien. Je vous mets quelques chiffres, 37 000 agents. Le salaire d'un surveillant, si ça vous intéresse, si vous voulez quitter le boulot de médiateur pour devenir surveillant. Sachez qu'ils embauchent pour surveillants pénitentiaires. Le SPIP, c'est du personnel qui, leur travail, c'est de travailler auprès des détenus sur leur réinsertion, sur la prévention de la récidive. C'est eux qui sont souvent en lien avec les familles. Les intervenants, c'est comme moi, par exemple, je suis un intervenant, ça peut être les enseignants, ça peut être des écrivains, ça peut être des artistes qui interviennent régulièrement en prison. Et le budget du ministère de la Justice. En France, pour 100 détenus, on compte en moyenne 39 personnels de surveillants, puis un seul travailleur social. Bonjour la réinsertion, c'est vrai qu'on met beaucoup d'argent dans la sécurité et moins dans la réinsertion. C'est vraiment le problème de la prison, de personnes détenues. Au 1er avril 2020, il y avait 65 300 détenus. Les condamnés, vous voyez, ceux qui sont déjà condamnés. Et les prévenus, c'est les personnes qui ne sont pas encore condamnées, Je mets aussi le chiffre de ceux qui ont un bracelet. C'est-à-dire, on leur met un bracelet au pied. C'est un espèce de GPS où on sait où ils vont. C'est-à-dire, ils ont des horaires. Par exemple, ceux qui ont un bracelet, ils ont des horaires à règlement. C'est-à-dire, par exemple, à 18h, ils sont obligés de rentrer chez eux. S'ils ne rentrent pas chez eux, il y a un signal d'alarme et on les appelle pour dire, voilà, vous n'êtes pas rentré chez vous à l'heure. Donc, il peut y avoir des sanctions. S'ils ne respectent pas les règles, on les remet en prison. C'est aussi un espèce de radar, c'est-à-dire s'ils sont tombés pour violence conjugale, ils ne peuvent pas s'approcher à plus de 3 km de là où vit leur femme. Donc, s'ils s'approchent, il y a un signal d'alarme qui sonne et c'est la police qui arrive. Pour le nombre des détenus, 62 350 hommes. Les femmes, ça représente 2 900 femmes. Et les mineurs, il y a 780 mineurs en prison. Je vous ai dit que les mineurs peuvent... La très grande majorité des mineurs qui sont en prison, ils ont entre 16 et 18 ans. Mais il y a quand même une partie des détenus qui ont entre 13 et 16 ans. Une photo de la prison de Fleury-Mérogis. C'est la plus grande d'Europe. Actuellement, il y a 3 595 détenus. Et en plus, là, c'est que la prison des hommes. Parce qu'à Fleury-Mérogis, il y a aussi une prison de femmes et il y a une prison pour les mineurs qui n'est pas sur la photo. Donc, c'est énorme. C'est une énorme prison. Répartition par délit, la violence volontaire, trafic de stupéfiants, vous voyez, qui est quand même plus supérieur, violer, agression sexuelle, vol. Quand je mets vol, c'est aussi bien cambriolage que attaque à main armée. Atteinte à l'autorité de l'État, c'est la violence sur les pompiers, sur la police, sur les gendarmes. Homicide volontaire, c'est des meurtres. Les personnes qui ont tué. Circulation. On peut tomber en prison quelqu'un qui est complètement bourré, qui roule en voiture, ou alors qui conduit sans permis. Quand ce sont des personnes récidivistes, ils peuvent se retrouver en prison. Et puis autres, c'est d'autres délits. Par exemple, des personnes qui n'ont pas payé, par exemple, la pension alimentaire pour d'autres délits, des personnes qui sont clandestins en France. Escroquerie.
les moins de 6 mois, il y en a eu à 8%. Voilà. 6 1 an. 2 ans. 5 à 10 ans. Ça, c'est le centre pénitentiaire de Réau, c'est le quartier Maison Centrale. Pour l'exemple, c'est là où était, par exemple, Redouane Faïd, si certains connaissent. Donc, c'est là où on met les détenus pas souvent, les détenus les plus dangereux de France, on les met dans cette prison. C'est une maison, c'est dans un centre pénitentiaire à Réau. Réau, c'est en région parisienne, en Seine-et-Marne, à peu près à 30 km de Paris. C'est là où Redouane Faïd s'est évadé en hélicoptère. C'est de cette maison centrale. Vous voyez, c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de détenus. Disons qu'il y en a 10 au premier étage et 10 au rez-de-chaussée. Pour ceux qui ont 10 et 20 ans, il y en a 13%, et 20 à 30 ans. Sachez que la perpétuité, c'est 30 ans en France. C'est à peu près 30 ans. Après, c'est à l'administration pénitentiaire qui décide si on vous relâche ou pas. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Non, ça va. Pour l'instant, pas de réaction. Donc, on fait comme ça, vous passez plutôt par chat et comme ça, je donne plutôt la parole à chacun. Et juste le monsieur qui est en vidéo, parce qu'il n'y a pas son prénom, je m'excuse. Est-ce que vous pouvez juste couper la caméra? Je vous ai coupé le son pour pas qu'il y ait d'interférence. Si vous pouvez couper la caméra et mettre votre prénom à la place de Phlogister. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous êtes le seul qu'on voit, donc du coup, c'est facile. Voilà, super. Et cliquez sur Phlogister, comme ça, on a votre prénom. Ok, on peut continuer, Yazid. Ok, et puis Nadia, tu me préviens s'il y a des soucis. Ok. Répartition par âge. Vous voyez, les moins de 16 ans, vous voyez, il y en a quand même 92 qui ont moins de 16 ans. Donc, c'est des détenus qui ont entre 13 et 16 ans. Souvent, s'ils sont tombés en prison des mineurs, c'est qu'ils ont commis des délits très graves. Il y a parfois des meurtres, meurtres, viols. C'est souvent des délits très graves. En général, il y a d'autres sanctions que la prison pour les mineurs. Mais quand ce sont des délits très graves et quand c'est des multirécidivistes, et quand tous les foyers ne veulent plus ces jeunes-là, donc au bout d'un moment, la seule solution, c'est la prison. En même temps, pour tout le monde, c'est un échec. Même pour un juge, c'est un échec de mettre des mineurs en prison, mais parfois, ils n'ont pas d'autre solution que de les mettre en prison. Ou alors quand c'était très médiatisé. Donc, comme ça a été très médiatisé, l'opinion publique veut tous en général qu'on les mette en prison. Donc, par rapport à ça, ils le mettent pendant un certain temps en prison. Mais sachez qu'on peut être mineur et prendre 20 ans de prison. En général, les mineurs prennent la moitié de la peine des majeurs. Mais il y a aussi des mineurs qui ont pris des peines de 15 à 20 ans de prison pour des délits très graves. 16 à 18 ans, vous voyez, il y en a beaucoup plus. 18 à 21 ans, 7%. 21 à 25 ans, 14%. 25 à 30 ans, 18%. Mais sachez en même temps, quand je mets ces âges-là, il y en a qui sont peut-être tombés à 18 ans, qui ont pris peut-être 20 ans de prison, et à 30 ans, ils y sont encore. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont commis des délits à 30 ans, mais c'est qu'il y en a, ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont en prison. Bon, les plus nombreux, c'est les 30 à 40 ans. Vous voyez, même les papilles, ils font des bêtises. Et 60 ans et plus. Il y a des gens qui ont 80 ans qui sont en prison. Mais il y a des gens qui ont pris perpétuité et qui sont tombés peut-être à l'âge de 50 ans et ils sont encore en prison, quoi. Juste un exemple pour Redouane Faïd, pour ceux qui connaissent. Il a 44 ans et à l'heure actuelle, il a 60 années de prison à faire. 60 années, Redouane Faïd. Vous voyez, c'est énorme. Je suis en correspondance avec lui, on s'écrit régulièrement. Ça, c'est une cellule d'isolement du quartier de Réau. Vous voyez, tout est scellé, parce qu'à un moment donné, les détenus peuvent tout casser dans leurs cellules. Bon, là, c'est des cellules spéciales pour certains détenus, souvent les plus dangereux ou ceux qui ont l'habitude de tout dégrader. Donc, tout est scellé, quoi. C'est une cellule qu'on appelle les cellules d'isolement. Les détenus sont tout seuls, ils sortent en promenade tout seuls, ils ne voient jamais personne, sauf les surveillants. Une nationalité, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers, vous voyez, donc les étrangers représentent 21% des personnes en prison, quoi.
Quand je dis étrangers, c'est des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Ensuite, on a mis les par origine, hein. Mais c'est souvent une histoire de classe sociale, hein, que ceux qui sont en prison. Hein. En général, les personnes d'origine étrangère, ce sont des personnes qui ont immigré, qui ont quitté leur pays, donc ils font partie des classes pauvres. Et en prison, il y a plus de pauvres que des riches. En même temps, les étrangers se font plus arrêter que. Il y a le délit de faciès qui existe, il y a la discrimination, donc tout ça, forcément. Les étrangers vivent souvent dans des quartiers un petit peu ghetto, donc forcément, il y a des facteurs qui font qu'il y a quand même pas mal d'étrangers en prison. Quoi. Bon, je n'ai pas les chiffres récents, hein, c'est très dur à trouver des chiffres sur les évasions, sur les choses comme ça en prison. Plus total. Sachez que les évasions, il n'y a pas que ceux qui ont franchi les murs qui sont partis en hélicoptère. Par exemple, un détenu qui a une permission de sortie et qui ne rentre pas de permission de sortie, on appelle ça une personne qui s'est évadée. Hein, donc, il passera en jugement pour évasion. Bon, il y a aussi pas mal d'agressions entre détenus. Un homicide, c'est-à-dire 2 détenus qui se sont battus ensemble et il y en a un qui est mort. Quoi. Voilà. Vous voyez, tout est scellé. Hein. Les robinets, les toilettes. Un grand problème en prison, c'est vraiment les suicides. Un suicide tous les 3 jours. À peu près chaque année, il y a à peu près entre 120 et 140 détenus qui se suicident. Donc c'est énorme. Hein. On se suicide 10 fois plus qu'en milieu libre. Les périodes particulièrement vulnérables, c'est l'entrée en détention. Il y en a qui ne supportent pas la prison. Donc, il y a souvent des suicides au moment de l'entrée en détention. Enfin, il y a quand même un choc carcéral. Quand tu te retrouves en liberté, quand tu es en liberté, tu te retrouves enfermé du jour au lendemain. Forcément, ça produit un choc carcéral. Hein. Il y en a juste avant le jugement, parce qu'ils ont peur. Le jugement, ça fait peur. Hein. Tu vas passer devant tout le monde. Et après le jugement, une fois qu'ils ont appris la peine qu'ils ont eue. Quoi. Quartier disciplinaire, c'est... Le quartier disciplinaire en prison, c'est quand tu te comportes mal en prison, on t'enferme dans une cellule spéciale, c'est un petit peu comme la cave, hein, on te met dans une cave et tu es enfermé à l'intérieur pendant... Le maximum, c'est... dans le passé, c'était 45 jours, quoi, que tu pouvais rester 45 jours en quartier disciplinaire. Et sachez qu'il y en a aussi qui se suicident juste avant la libération. La peur de retrouver la liberté, quoi. La très grande majorité qui font qui se suicident, c'est par la pendaison. Un truc que je vais cacher là. L'absorption de médicaments, puis après les coupures. Quoi. Mais la grande majorité, ils se pendent. C'est-à-dire, ils déchirent leur drap ou n'importe quoi, puis ils s'accrochent à un barreau. Pas de questions? Alors, par rapport à toutes les infos déjà que Yazid a données, en termes peut-être aussi de chiffres, de motifs, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir? C'est des choses dont vous avez connaissance? Non, pas de réaction? Bon, je continue. Donc, le suicide en 2018. Vous m'entendez là? Oui, vas-y. Non, mais après, tout dépend comment c'est qui parle comme ça, en fait, on a des personnes. Parce que moi, je connais pas mal de jeunes. On vous entend très mal. Comment? Je suis Ludovic Ménival. Et là, vous m'entendez mieux? Voilà, je m'appelle Ludovic Ménival, je suis à Vitry-François. Je fais partie de la prévention spécialisée de Vitry. Oui. Voilà. Je reviens à ma question. Il y a, on va parler, moi je m'occupe plutôt des jeunes qui sont entre, on va dire, 12 à 25 ans. Et donc, nous, on a pas mal on va dire, de jeunes qui sont dans ce type de problématiques, on va dire, différentes, à différents niveaux. Et donc, après, c'est suivant comment ils sont arrivés là aussi pour rentrer en détention aussi. Oui.
Mais j'avais déjà fait un webinaire sur la délinquance, quoi, où j'expliquais un petit peu quels sont les facteurs qui font qu'on peut devenir délinquant, pourquoi les gens commettent des délits, quoi. Ouais. Alors, Ludovic, si vous pouvez faire un double clic sur votre image et mettre votre prénom. Et quand vous avez des questions, n'oubliez pas de passer par le chat, comme ça je vous donne la parole à chacun. Alors, il y a Alexia, Ok, d'accord. Alexia qui demande, est-ce qu'on retrouve parfois des familles en prison, Yazid? Comment des familles? Ça veut dire quoi des familles? Voilà, par exemple, moi, je pense quand je vois la question d'Alexia, comme je t'avais expliqué, j'avais été déjà, à titre perso, chanter en prison. Et par exemple, quand j'avais été en prison pour les femmes, il y avait la mère et la fille. Oui, Est-ce que oui, oui, ça peut c'est se dans ce faire. sens-là, Alexia? Alors, est-ce que vous m'entendez du coup? Oui, 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 oui. on vous Alors non, entend. c'était pas dans ce sens-là. Alors, mais c'est intéressant aussi, c'est pas, mais c'était plutôt parce que, enfin, pour avoir visité une prison en Belgique, on nous avait indiqué que, pour le coup, il y avait parfois des familles entières, c'est-à-dire bon, plutôt des hommes en l'occurrence, et qui se retrouvaient en prison du coup, parce que c'était une espèce de fibre familiale. Donc, je voudrais savoir si c'était une tendance qu'on retrouvait également en France. Non, c'est assez rare. Après, c'est pas une histoire de famille, c'est une histoire de personne. Si l'homme a commis des délits, puis la femme a commis des délits, oui, ils vont tous les deux en prison. Après, si l'enfant qui est majeur ou qui est mineur, qui a commis aussi des délits, il peut aussi aller en prison. Après, ça fait une famille. Mais oui, ça peut exister. Souvent, il y a une complicité. Par exemple, je prends pour trafic de drogue. Le mari est en prison et la femme y est parce qu'elle vit dans le même appartement. Et elle a pour complicité. Et ça peut arriver. Parfois, les personnes qui ont transporté un corps, c'est-à-dire ils se sont mis ensemble pour transporter le corps. Donc, il y a le meurtrier, puis il y a les personnes qui ont participé au meurtre en même temps. Donc, c'est assez rare, mais oui, ça existe, quoi. Parfois, c'est des frères. Hein. Il peut y avoir plusieurs frères en prison. Mais parce qu'ils ont commis aussi soit des délits, soit des crimes, quoi. Merci beaucoup. Il y en a d'autres où je continue? Je pense que tu peux continuer. Oui, je peux continuer, oui. Bon, des tentatives de suicide, il y en a souvent, hein. Parfois, certains font des tentatives de suicide, c'est seulement aussi pour se faire remarquer auprès du juge, pour qu'il s'occupe un peu plus vite de son dossier en même temps. C'est aussi pour se faire entendre. Comme on ne peut pas se faire entendre autrement, certains utilisent la tentative de suicide en espérant. Yazid, ton micro est coupé, on t'entend plus. Yazid? C'est Yazid, on bon? t'entend plus. Voilà, là c'est bon. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Moi je vois et Dalila apparemment elle a un petit souci. Donc Dalila, même en vous déconnectant et vous reconnectant, ça n'a pas marché. Non, on ne le voit pas? Je ne sais pas, là j'ai pas sa réponse. Bon, on continue. D'accord. Oui, oui, on voit. Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord, je Ok, continue. super. Bon, un centre de détention de Melun. Melun, c'est en région parisienne. Là, c'est que des détenus condamnés. Bon, une journée type en prison, comment ça se passe? 7 heures, réveil, je ne sais pas pourquoi on réveille, mais bon, il y a le réveil, petit déjeuner, 8 heures de travail, certains travaillent. Disons qu'il y a 20% des détenus qui peuvent travailler en prison, pas plus. Hein. Le salaire moyen, c'est 300 € par mois. Promenade, c'est quand ils sortent dans comme une cour de récréation. Les gens du même bâtiment sortent dans la même cour. 11h30, leur repas. 13h30, promenade, de nouveau promenade, travail ou activité. 17h, la douche, 2 fois par semaine. C'est pas très régulier. Sachez que de plus en plus, dans les nouvelles prisons, il y a la douche qui est dans la cellule. Hein. 18h15, distribution du repas, vous voyez, c'est très tôt. Et dans toutes les prisons françaises, à 19h, toutes les prisons sont fermées. Ça, c'est le régime dans toutes les prisons françaises. Voilà une journée type en prison. Tous les jours, c'est comme ça. Une cellule 9 mètres carrés. Tout à l'heure,
Aller dans votre salle de bain, à peu près une salle de bain, c'est souvent la taille d'une cellule, quoi. Mais on n'est pas souvent sous-sol, hein. Malheureusement, il y a souvent 2-3 détenus dans la même cellule. Dans 9 mètres carrés, donc quand vous mettez le lit, l'armoire, les tables, les chaises et tout ça, il reste à peu près seulement 2 mètres carrés pour circuler dans la cellule. Vous voyez, c'est très petit. On prône partout l'encellulement individuel, c'est-à-dire tout seul par cellule, mais comme il y a une surpopulation en prison, donc c'est souvent 2 ou 3 détenus par cellule. Je parle en maison d'arrêt, hein. En centre de détention, puis en maison centrale, les détenus sont tout seuls. C'est les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées, pas les centres de détention ni les centrales. Vous voyez, tout est payant en prison, hein. Vous voulez avoir la télé, c'est 8 € par mois quand même, quoi. Rien n'est gratuit. Voilà une cellule, ça c'est les anciennes prisons. Derrière le petit muret, c'est les toilettes. Il y a un frigo, c'est loué aussi. Vous voyez, là, ils sont 2 en cellule. Et on voit la télé au-dessus. Les conséquences de la prison, perte de relation avec le monde extérieur. Hein, tu es coupé avec le monde extérieur. Il y a un grand sentiment d'injustice, de colère, de haine. Il y a de la haine qui se développe en prison. Parfois, tu sors pire de prison qu'avant d'y rentrer. École du crime. C'est-à-dire, comme en prison, on n'enferme que des personnes qui ont des délinquants et des criminels, bah forcément, quand tu passes beaucoup de temps avec des délinquants et des criminels, bah, tu apprends plein de choses que tu ne devrais pas apprendre. Comment voulez-vous sortir de la délinquance si on te met dans un milieu où il n'y a que des délinquants et des criminels autour de toi? Voyez, je prends les statistiques officielles. Chez les mineurs, 80% des mineurs qui vont en prison récidivent. Le taux chez les majeurs est de 65%. Ça veut dire que la prison ne remplit pas sa deuxième mission, qui est la réinsertion. Elle remplit bien la première mission. Il y a très peu d'évasion de prison. Par contre, la deuxième mission de réinsertion, elle le remplit mal. Endoctrinement, hein, les détenus entre eux s'endoctrinent, se montent la tête. Et souvent, quand tu sors de prison, tu en sors pire. Je prends juste un exemple. À un moment donné, moi, j'étais que cambrioleur. J'étais en cellule avec un braqueur. C'est devenu mon meilleur ami. En sortant de prison, je suis devenu braqueur. C'est aussi simple que ça. Les fréquentations que tu fais en prison, c'est souvent des personnes que tu vas retrouver en sortant. Après, pour ceux qui décident de récidiver, hein, on va parler tout à l'heure de la désistance, quoi. Fragilité psychologique. Je prends juste un exemple. En France, plus de 30% des détenus ont des problèmes de santé mentale. Vous voyez, avant, il y avait quand même des asiles psychiatriques. Maintenant, on met plus facilement les gens en prison que de les mettre dans un hôpital. Il y a plein de gens qu'on devrait mettre dans un hôpital avant de les mettre en prison, quoi. Mais après, les gens ils ont des problèmes psychiatriques et ce qui fait qu'ils ont commis aussi des délits, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils relèvent du soin avant de relever de la prison. Le coût d'une journée de prison, vous voyez, c'est pas gratuit, hein, c'est nous qui payons, hein, c'est les citoyens. Une journée de prison pour un détenu en maison d'arrêt, ça coûte 85 €. En centre de détention, 98 €. Maison centrale, plus cher parce qu'il y a quand même beaucoup plus de surveillants, beaucoup plus de sécurité. Le plus cher, c'est les EPM, les prisons pour les mineurs. Une journée pour un mineur en prison coûte 496 €. Vous voyez, c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs, hein. On pourrait faire beaucoup plus de choses avec les mineurs que de les enfermer en prison. Je vous ai dit qu'il y a plus de 65 000 détenus. Vous multipliez par ces chiffres-là et vous verrez que la prison coûte extrêmement cher pour la société. Surveillance électronique, c'est beaucoup moins cher, hein, 10 €. Et la semi-liberté, 59 €. Alors du coup, Yazid, je te coupe. Alors oui. Quand tu dis que effectivement, tu nous montres les différents coûts possibles et on voit que le coût le plus cher, c'est pour les mineurs, est-ce que c'est parce que ce coût-là, il est élevé? Pourquoi? Parce que justement, il y a un suivi renforcé, entre guillemets, pour les mineurs ou pas du tout? Oui, oui. Il y a plus de suivi, il y a plus de personnel. C'est-à-dire que dans les prisons pour mineurs, c'est un surveillant pénitentiaire qui travaille avec un éducateur de la PJJ, de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, ils travaillent en doublette, ils travaillent ensemble à deux. Il y a des enseignants, il y a des psychologues, il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants qui interviennent dans les prisons pour les mineurs. Et donc, c'est pour cela que ça coûte beaucoup plus cher, quoi. Mais les CER coûtent aussi cher, hein. Un CER, les centres d'éducation renforcés pour les mineurs, ou les CEF, c'est entre 500 et 600 € par jour. Vous voyez, c'est encore plus cher, quoi. Mais il y a aussi beaucoup plus de personnel. C'est le personnel qui coûte cher. D'accord. Mais du coup, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ta remarque, quand tu disais oui, c'est de l'argent qu'on aurait pu mettre autre part, mais au final, est-ce que finalement, c'est
c'est pas légitime, entre guillemets, pour qu'on, justement, il y ait une meilleure prise en charge? Bah souvent parce qu'on ne sait pas quoi faire. Donc, on ne sait pas faire. Après, c'est des choix politiques. L'opinion publique elle préfère voir les gens en prison. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans un quartier, les gens, il faut les enfermer en prison. Et donc, forcément, c'est très politique d'enfermer les gens en prison. On, alors qu'on sait qu'on a parfois beaucoup plus de propositions de sortie de la délinquance quand on fait un travail extérieur. Les tiges, c'est beaucoup plus intéressant. On peut faire du travail obligatoire, on peut les mettre dans des foyers, des choses comme ça. Donc, la prison reste quand même un échec. Il faut que ça soit l'exception, mais pour des raisons politiques aussi, on enferme davantage de personnes en prison. Ce sont des choix. Hein. D'accord. Il y a des pays où on incarcère beaucoup moins. Et moi, je suis persuadé que ce n'est pas en mettant une personne entre quatre murs qu'on le sortira de la délinquance. Au contraire, on voit, les chiffres nous le disent de même que la prison est criminogène. Souvent, quand on sort de prison, on en sort pire. Après, il y a des personnes qu'on ne sait pas quoi faire, donc on les enferme pour une certaine durée. Et parce que parfois, parce que les personnes peuvent être dangereuses, quoi. Donc la seule solution, parfois on essaie de trouver d'autres solutions. Quand on n'en trouve pas, c'est la prison. Parfois, il y a des juges qui préfèrent mettre en prison. C'est plus facile de mettre une personne en prison que de lui trouver un foyer, un travail, trouver un éducateur qui le suit. C'est plus facile de le mettre en prison, quoi. Et puis, on est moins sûr de faire une erreur judiciaire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce qu'au niveau des participants, vous avez des remarques, des questions? Non, pour l'instant, ça va. Ok, d'accord. On continue. Voilà un bracelet électronique. Hein, vous voyez les photos. Hein. Oui, on voit. Ouais. Oui, souvent, oui. on l'accroche au pied. Quoi. On ne peut pas le défaire. Hein. Si on le défait, ça sonne. Quoi. Donc, c'est comme un GPS. Hein. Partout où tu vas, il te suit. On sait exactement où est la personne. Quoi. Après, il faut que la personne, si on lui propose un bracelet électronique, il faut que la personne soit volontaire. Hein. On lui propose soit le bracelet électronique, soit vous restez en prison. Donc, il a le choix. Quoi. Il n'est pas obligé de mettre un bracelet. Il y a des gens qui ne supportent pas du tout le bracelet électronique. Et il y en a qui préfèrent entrer en prison. Proportion de récidive, c'est dans le mode d'exécution. Ça montre, la fin de sortie sèche, ça veut dire des détenus qui sortent sans aménagement de peine, c'est-à-dire sans semi-liberté, sans conditionnel, tout ça. On s'aperçoit que les détenus qui sortent à la mi-peine en conditionnel récidivent moins que ceux qui sortent en fin de peine. Mais dans la réalité, les juges donnent peu de conditionnel. Vous voyez, c'est aussi un problème au niveau de la justice. Pour sortir en conditionnel, il faut que les détenus aient un domicile et un travail, et il faut que il y a une enquête de la police également. Donc, c'est la police qui voit aussi est-ce que c'est une personne qui risque de récidiver. Quelqu'un où il y a des risques de récidive, on ne le sortira pas en conditionnel. Hein. Donc, il y a toujours une enquête sur la personne. Quoi. Mais à partir de la mi-peine, les détenus peuvent demander un aménagement de peine. Après, ça dépend s'il a des mesures de sécurité. Si, par exemple, quelqu'un a 20 ans de prison et 15 ans de sûreté, c'est-à-dire qu'il sera obligé de faire au moins 15 ans. Et c'est au bout des 15 ans qu'il pourrait demander une sortie en libération conditionnelle, qui n'est pas toujours acceptée. Hein. Suivant les antécédents, on s'aperçoit que ceux qui récidivent le plus, c'est ceux qui sont tombés pour vol. Vol simple. La différence entre vol aggravé, c'est, par exemple, vol aggravé, ça peut être les attaques à main armée, les braquages. Les vols simples, c'est les cambriolages, vols de voitures, les choses comme ça, quoi. Donc, ce sont les personnes qui récidivent le plus. Coups et blessures, beaucoup ceux qui tombent pour violence. Voilà une cellule de mitard, ce qu'on appelle le quartier disciplinaire. Voilà, c'est les anciennes prisons, donc vous voyez, c'est quand même très dégradé, quoi. Et la personne peut être enfermée ici pendant une vingtaine de jours, quoi. C'est des punitions quand il y a un règlement dans la prison, quand tu ne respectes pas le règlement, tu peux te retrouver ici en cellule d'isolement, quoi. Ce qu'on appelle le mitard, ils appellent ça aussi de cette manière. Ce qu'on appelle, c'est le quartier disciplinaire. Taux le moins élevé pour risque récidive. Sachez que les personnes vous allez être étonnés, les personnes qui récidivent le moins, ce sont les pédophiles, les viols sur mineurs. On en parle souvent parce que c'est très, très médiatisé à la télé, mais en général, c'est les personnes qui récidivent le moins. En même temps, quelqu'un qui est tombé pour viol sur mineur, il a souvent pris 20 ans de prison, perpétuité. Donc, ces personnes-là, quand tu prends des peines comme ça, en général, il y a peu de récidive. Homicide volontaire, c'est ceux qui ont tué. C'est des meurtres.
et viol sur adulte. Facteur de risque de récidive, qu'est-ce qui fait que les personnes peuvent récidiver? C'est un passé criminel. Quelqu'un qui a été pendant longtemps délinquant, il aura plus de mal à sortir de la délinquance. Quelqu'un c'est-à-dire c'était une délinquance habituelle, donc ça sera beaucoup plus dur pour lui de sortir de la délinquance. Après, il y en a qui sont tombés, ils ont commis un acte, ils sont tombés en prison à ce moment-là, quoi. Donc là, il y a moins de risque de récidive. Mais quelqu'un qui a été pendant des années délinquant, qui a toujours commis des délits, forcément, quand il sort, il y a des risques de récidive importants, quoi. Deuxième, la fréquentation de pairs ou d'activités délinquantes, quoi. Quelqu'un qui sort de prison et qui continue à fréquenter des délinquants, il y a un risque de délinquance, de récidive. Une attitude favorable, ça veut dire ceux qui aiment la délinquance. Vous voyez, ça, c'est les facteurs de risque de récidive. Les troubles à la personnalité, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. L'éducation et le travail, quelqu'un qui n'a pas de travail, par exemple, il y a des risques il y a moins de risques de délinquance quand tu travailles que quand tu n'as pas de travail, quoi. Puis il y a une histoire d'éducation, hein, comment tu es élevé, des choses comme ça, quoi. Les relations conjugales et familiales. Souvent, quand dans les relations conjugales, quand ça va mal dans le couple et tout ça, forcément, la personne le vit mal et au bout d'un moment, ils peuvent sortir davantage et ils peuvent recommettre des délits. Quand il est dans une vie de famille stable, où ça se passe bien dans la famille, ça se passe bien dans le couple, il y a moins de risques de récidive que dans un couple où ça va pas du tout, quoi. Les loisirs et le temps libre, c'est des personnes qui s'ennuient, qui n'ont pas de loisirs, qui restent à ne rien faire. On a plus de tendance à commettre des délits quand tu t'ennuies qu'une personne qui est occupée. C'est pour ça que plus les jeunes sont occupés, moins ils auront tendance à commettre des délits. L'occupation est importante, quoi. Et puis les personnes qui consomment beaucoup d'alcool et de drogue. Ouais, ça, je vous ai mis les grands facteurs de risque de récidive, quoi. Donc vous voyez, c'est sur là-dessus qu'il faut agir, quoi. Je prends un exemple, quand on a un détenu, moi je le vois quand je suis en prison, si quand tu sors de prison, tu continues à fréquenter tes copains voyous, bah forcément, il y a un risque. Arrête de marcher avec ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, forcément, tu pourras commettre des délits. Quand on marche avec des délinquants, il y a toujours un risque de commettre des délits, quoi. Donc c'est pour ça que les bonnes résolutions aux détenus, il faut qu'ils les prennent quand ils sont en prison, quoi. Pour décider de, bon, voilà, je vais sortir, voilà, sur quoi il va falloir que je fasse attention, quoi. Donc il y a un travail sur l'individu à faire de lui-même, quoi. Il y a des questions à ce niveau-là? Alors, non, ça va, c'est bon. C'est bon. Tu dis un travail de l'individu à faire de lui-même ou être accompagné pour faire ce travail, j'ai envie de dire. Oui, pour être accompagné. Après, en prison, il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, sauf pour les personnes qui sont tombées pour des crimes. Là, ils peuvent aller les accompagner. Mais il y a peu de psy qui interviennent en prison. Donc, souvent, le travail se fait de lui-même. Il y a peu de suivi. Puis, comme tu es en cellule avec d'autres détenus, bah forcément, c'est difficile de faire ce travail efficacement si avec d'autres détenus qui prônent tous la délinquance, quoi. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que la récidive est aussi importante, quoi. Le travail ne se fait pas suffisamment facilement, quoi. Okay. Et c'est très difficile d'avoir un psychologue ou une personne qui t'accompagne, quoi. D'accord. Alors, Fatna vient de se connecter. Bienvenue, Fatna. Donc, Nati nous disait tout ça montre que la prise en charge est très large et variée. Nati, vous voulez intervenir? Bah oui, Nadia, en fait, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a une prise en charge, comme disait Yazid, psychologique, il y a une prise en charge sociale. Voilà, la personne, elle a vraiment besoin d'être soutenue et si elle subit une peine et si elle n'a pas cette prise en charge-là, je pense que c'est aussi un facteur à risque, quoi. Voilà. C'est un facteur de risque de récidive. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de prise en charge. Moi, ça me fait penser, j'ai une autre casquette où je suis coordinatrice d'un pôle insertion. Et moi, ça me fait penser aujourd'hui, on parle beaucoup de coaching et on se rend compte que finalement, on a besoin d'un accompagnement renforcé auprès d'un certain public. Et au final, je me dis que là, par rapport à tout ce qui est dit, les chiffres, les façons de faire, etc., on se rend compte que ce coaching, il pourrait même exister en prison, ce ne serait pas du luxe au final. Si on veut que la personne soit vraiment accompagnée, je ne dis pas que rien n'est fait, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont faites malgré tout, mais peut-être pas à la bonne échelle.
Je ne sais pas ce que tu en penses, Yazid. Non, mais tout à fait, mais les choix sont très clairs. On met beaucoup plus d'argent sur la sécurité en prison que sur la réinsertion, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 39 surveillants pénitentiaires pour un seul travailleur social en prison. Ce n'est pas les assistantes sociales qui interviennent en prison, c'est le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Non, il n'y a pas forcément les moyens, hein, mais c'est aussi les choix politiques. On ne met pas suffisamment les moyens sur la réinsertion en prison. Ce sont des choix politiques. Alors, en même temps, donc, tu dis qu'il y a beaucoup plus d'argent en termes de sécurité, mais Oui. parfois, quand on voit un petit peu, après, je n'ai pas de chiffres, hein, je me base uniquement sur ce que je vois parfois aux infos, il y a souvent des revendications où justement les personnels ils disent qu'ils ne sont pas assez, etc. Donc, est-ce que malgré tout, il y a quand même justement un manque de personnel ou non, pour toi, toi qui visites beaucoup de prisons, tu trouves que c'est quand même bien, c'est quand même bien fait, entre guillemets? C'est une réalité, il n'y a pas suffisamment un surveillant de prison, il suit à peu près, quand il travaille sur une aile, il doit s'occuper de 100 cellules, hein, 100 personnes sur un. C'est-à-dire qu'il passe son temps à ouvrir et fermer les portes, il emmène les gens au parloir, il emmène les gens en promenade et tout ça. Donc, comme il y a énormément de détenus, ils sont débordés, les surveillants de prison. Donc, tout le monde est débordé. Et comme il y a trop de détenus, donc, il n'y a pas suffisamment de personnel extérieur qui interviennent pour faire des débats ou des suivis psychologiques et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup trop de détenus, quoi. C'est pour ça qu'il faut beaucoup diminuer le nombre de personnes en prison. Mais les choix à l'heure actuelle, c'est de continuer à construire des prisons. Et pour moi, on ne construit pas des prisons seulement pour vider les prisons. C'est pour moi pour mettre davantage de prisons. Plus on va construire des prisons, plus il y aura des personnes en prison. Hein, c'est un vrai problème à ce niveau-là, quoi. Ok. Alors, on a une remarque d'Alexia. Donc, Alexia, je vous laisse prendre la parole. Alexia demande quelle relation, du coup, entre les surveillants et les détenus? Il y a très peu de relations, hein. C'est un petit peu comme à l'extérieur avec la police, hein. D'abord, les surveillants n'ont pas le temps de discuter avec les détenus. Ils n'ont pas le temps. Parfois, ça se fait plus facilement en maison centrale pour les longues peines, mais en maison d'arrêt, ils ont tellement de travail, les surveillants, du matin au soir, que sans arrêt, ils passent leur temps à ouvrir, à fermer des portes un petit peu partout. On les appelle de tous les côtés. Donc, il y a peu de temps pour ça. Et parfois, il y a aussi un certain nombre de surveillants qui n'aiment pas parler aux détenus, quoi. Et comme il y a beaucoup de détenus qui n'aiment pas du tout parler aux surveillants. C'est un petit peu comme les rapports avec les jeunes et la police, hein. Ils pourraient se parler ensemble, mais l'un et l'autre n'ont pas envie de parler ensemble. Il y avait une autre remarque où la Yazid a répondu à. Après, c'est vrai qu'il y en a que, quand ils sont tombés en prison, c'est la première fois qu'ils rencontraient un psy. Ils n'ont jamais rencontré de psy et pour ça, il y a eu un effet bénéfique pour certains. La prison n'est pas que négatif. Il y a des gens, je prends d'autres exemples, il y a des gens qui étaient en prison qui ne savaient pas lire et écrire, ils sont sortis de prison, ils savent lire et écrire. Il y a des gens qui ont eu leur bac en prison, il y en a qui ont eu des diplômes en prison, il y en a qui ont appris un métier. Il ne faut pas regarder que le côté négatif, mais il y a quand même un certain nombre de détenus qui participent aux activités, parce qu'il y en a plein qui ne veulent pas participer à des activités, qui ne veulent pas y aller à l'école, qui ne veulent pas travailler. Donc, mais il y en a un certain nombre quand même que la prison leur a permis d'apprendre à lire et à écrire, de se soigner. Il y en a qui avaient des problèmes de dents, puis ils se sont fait soigner. Donc, il y a plein de choses en même temps qui est possible. Il y en a qui se font opérer quand ils sont en prison. Comme le soin est gratuit à ce moment-là, donc il y en a qui profitent de ce moment-là pour se faire soigner, y compris psychologiquement. D'accord. Il n'y a pas que du négatif. Alors, ok. Bartha demande du coup, est-ce qu'il y a un suivi après la sortie? C'est aussi un vrai problème. Il y a très peu de suivi. Après, ça dépend de ta condamnation. Si par exemple, tu es condamné à une certaine peine de prison, et puis à ta sortie, on t'oblige à d'être suivi, et bien là, c'est obligatoire. Mais en général, tous les détenus le disent. Ils le disent, hein, si moi, je ne suis pas accompagné en sortant, eh ben, je ne vais pas réussir à me réinsérer, quoi. Beaucoup de détenus demandent à être suivis en centre de prison, mais il y a très peu de suivi en centre de prison. C'est pour ça que la récidive est importante, parce qu'il n'y a pas le suivi derrière, quoi. Enfin, moi, quand j'étais en prison, j'ai passé le CFG, certificat de formation générale. J'ai passé un CAP de comptabilité, parce que comme je gagnais beaucoup d'argent dans la délinquance, donc avoir un CAP de comptabilité, ça peut me servir. Et j'ai passé un CAP d'employé de bureau en prison, quoi.
Ok, C'est pas marrant. merci Yazid. Ben non, mais je trouve que en fait, c'est vrai que c'est pour ça qu'on voyait un petit peu les choses qui n'étaient pas faites, mais c'est bien aussi de dire, de mettre en avant ce qui est fait, notamment en termes de suivi. Après, bien sûr que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, mais effectivement, comme tu le mettais en avant, il y a beaucoup de détenus qui passent leur diplôme. Fait, du coup, c'est Oui, pas oui, rien, bien quoi. sûr. Oui. Alexia, elle veut reprendre la parole. Alexia, allez-y, on vous écoute. Mais du coup, j'avais juste une question, parce que vous parlez de suivi, mais on est bien d'accord qu'on parle d'un suivi social, puisqu'on parle en ce moment de poursuivre les suivis pour les détenus sortant, enfin détenus condamnés à du terrorisme, me semble-t-il, pour un suivi sur 10 ans, mais c'est plutôt un suivi de sécurisation là encore. Donc je suppose que vous faisiez plutôt référence à un suivi social. Non, tous Oui. les suivis, il y a suivi social, il y en a, c'est des suivis, il y en a, c'est des suivis psychiatriques. Il y en a, c'est obligation de soins, des personnes qui étaient toxicos en prison, qui étaient des drogués, tout ça, c'est-à-dire ils ont une peine de prison plus une obligation de soins. Ils sont obligés en sortant de prison de se soigner. Donc c'est des suivis larges. Il y en a, c'est suivi social, mais il y en a, c'est des suivis beaucoup au niveau du soin, hein. Au niveau du soin par rapport aux toxicos, mais aussi aux soins psychiatriques, quoi. Les personnes qui sont tombées, par exemple, pour pédophilie, pour des viols et tout ça, il y a souvent une demande de suivi obligatoire en sortant. Pour les terroristes, il y a aussi des suivis aussi à l'extérieur. Obligation d'aller une fois par semaine aller rencontrer le SPIP ou des juges ou des choses comme ça, quoi. Il y a des obligations pour certains, quoi. D'accord. Merci. Alors, du coup, par rapport justement, moi j'ai juste une petite question, là plus pour les participants. Du coup, est-ce que vous êtes amené à côtoyer des personnes qui ont déjà été en prison plutôt de manière très rare ou non régulièrement, entre guillemets? Moi, j'aimerais bien savoir que si au final, parmi les personnes que vous côtoyez, est-ce que vous avez des personnes qui ont fait de la prison? Donc, Johanna, elle dit oui, de jeunes majeurs, ok. Les autres? Ou alors des personnes qui sont encore en prison, hein. Les autres, vous pouvez nous faire un petit retour? Eric, oui. Nati, non. Ludovic aussi. Par le SPIP, ok. Loïc et Bartha, oui. Non. Dalila, oui. Mamodali, non. Fatima, non. Ok, donc bon, quand même, on va dire, parmi les publics que vous recevez, Kera Aurore, oui, ok. Swad, non. Donc quand même, il y en a pas mal quand même qui peuvent être amenés à côtoyer des publics qui ont été en prison ou qui sont suivis, qui ont un suivi particulier, par exemple par le biais du SPIP, etc. Johan, non. Ok, merci. Je te laisse poursuivre, Yazid. Oui, Oui. j'avais posé une... Bonjour, excusez-moi, Oui. j'avais posé Bonjour. une question. Je pense que vous n'avez pas fait Oui, c'est qui? attention. C'est Kéra, Madame Kabir. Ah, Kera. Oui. Alors, Kera, vous avez dit, je pensais que c'était une remarque. Vous avez Non, mis pour non. les mineurs, il n'y a pas d'autre solution que de les mettre en prison. C'est une question? Oui, c'est une question parce que moi, je me pose la question pour les mineurs. Comme c'est des mineurs, il n'y a pas d'autres centres de formation ou de les faire suivre. Bon, vous avez dit qu'il y a le PJJ qui suivent les mineurs. Parce que pour les mineurs, de les voir en prison, c'est un peu difficile, quoi. Oui, mais pour les mineurs, ça reste l'exception. Après, s'ils ont commis des délits très graves, comme des meurtres, comme des viols, des choses comme ça, bon, forcément, c'est la prison. Il n'y a pas le choix pour cela en même temps. Donc, mais même pour un juge, même pour la PJJ, même pour les surveillants, c'est toujours un échec de mettre en prison. Parce que je connais parfois des juges qui m'ont dit que on a parfois des jeunes qui sont multirécidivistes, qui ont commis plein de délits, qu'on a mis dans des foyers, qui ont toujours fugué, qui n'ont jamais tenu. Donc, le juge téléphone à plein de foyers, plus personne n'en veut de ces jeunes-là. Donc, au bout d'un moment, la seule solution pour certains, c'est la prison. Parce qu'ils ne tiennent pas. Parce qu'après, ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'arrive en prison, il faut qu'il y ait un suivi pour ces jeunes-là en même temps. Des jeunes qui pètent les plombs, qui à chaque fois qui fuguent et qui commettent sans arrêt des délits, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Donc, la prison pour les mineurs, ça reste quand même l'exception. Il y a plein d'autres mesures pour les mineurs que la prison. C'est un échec pour tout le monde, mais en même temps, pour certains, c'est très difficile. Et je vous ai dit qu'il y a certains détenus qui sont tombés pour des crimes.
Donc, au bout d'un moment, avec l'opinion publique, c'est passé dans les journaux et tout ça. Donc, au bout d'un moment, la seule solution, au bout d'un moment, c'est de l'enfermer. On ne dit pas que c'est de l'enfermer pour tout le temps. C'est pendant qu'on va l'enfermer, on va peut-être essayer de trouver une autre solution pour ces mineurs, quoi. Mais ça reste l'exception quand même pour les mineurs. Merci, Yazid. Alors, merci Yazid. Avant de poursuivre, Yazid, il y a Mahmoud Ali qui aimerait savoir, lorsque tu fais tes interventions en prison, quel est ton rôle? Que fais-tu avec les détenus? De quoi tu parles? Et comment vous pouvez savoir l'impact positif ou négatif de ton intervention? L'impact, c'est que ça fait maintenant des années que j'interviens en prison. Enfin, je suis l'une des personnes qui est la plus demandée en France dans les prisons. Ça marche bien parce que je suis un ancien détenu. Ils mettent une affiche dans la prison, débat avec Yazid Karfi, ancien détenu devenu enseignant à l'université. Et bien, rien que ça, quand les détenus de lycée, ils disent franchement, tu te rends compte, avant il était détenu, maintenant il est prof, ça veut dire qu'on peut changer. Rien que ça, avec ce message-là, il dit ça veut dire qu'on peut changer. Tu te rends compte, il était avant détenu, maintenant il est prof. Et ça, rien que ça ramène beaucoup de monde. Quand je fais un débat, les détenus ont beaucoup de respect pour moi. Ils disent franchement, ça fait plaisir qu'un ancien détenu vienne nous voir. Mais pour montrer que dans la vie, c'est des questions de choix. On n'est pas obligé de commettre des délits. Ce n'est pas parce que tu es pauvre, tu es noir, tu vis dans un quartier que ça t'autorise à voler une voiture. C'est-à-dire qu'il faut aussi les mettre sur leurs responsabilités. Si vous êtes en prison, c'est que vous avez commis des délits ou des crimes. Par contre, je leur dis, quand vous sortez de prison, si vous récidivez, vous reviendrez en prison. Mon boulot, c'est de leur... Parce que j'interviens quand même dans un cadre. Donc, le cadre, c'est de la récidive. Essayez d'avoir un discours pour que les détenus ne récidivent pas. D'accord. Donc, mais ça marche très bien. Ça donne de l'espoir aux détenus, quoi. D'accord. Mais sachez que beaucoup de détenus m'écrivent parce que je donne mon adresse à tous les détenus qui m'écrivent. Et j'ai plein de détenus qui m'écrivent. Des détenus qui viennent me voir en sortant, des détenus qui m'accompagnent quand je fais de la médiation le soir dans les quartiers, qu'on fait de la prison et qui m'accompagnent maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire, ils ont besoin de trouver des modèles positifs. Parce qu'en prison, il y a plein de modèles négatifs. Il y a plein de voyous, il y a plein de criminels, il y a plein de terroristes, il y a plein de délinquants. Donc forcément, à force d'écouter ces personnes-là, pour eux, ils ont raison. Donc ces détenus ont besoin aussi de temps en temps de rencontrer les personnes de l'extérieur, des personnes positives. Sinon, ils se font endoctriner par les mauvais. D'accord. Ok. Alors, on a du coup encore d'autres questions, Yazid. Dalila demande quand l'aide institutionnelle ne fonctionne pas, que faire? Elle citait par exemple le SPIP, mesures éducatives, etc. Que le délinquant est toujours en échec. Je n'ai pas compris la fin de la question. Elle disait quand le délinquant est toujours en échec, c'est-à-dire que malgré les différentes mesures qui sont proposées et que ça ne fonctionne pas, que faire? Enfin, il est en échec et puis en même temps, il est récidiviste. S'il commet des délits, c'est qu'il est récidiviste, donc il sera sanctionné beaucoup plus sévèrement. En même temps, on peut se poser la question, pourquoi cette personne est toujours en échec? Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui ont des suivis psy, parce que parfois, il faut regarder du côté de la psychologie, et puis parfois, on ne regarde rien, ce sont des multirécidivistes. Ce n'est pas par hasard. Forcément, quelqu'un qui est multirécidiviste, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on s'aperçoit que la prison n'est pas la bonne solution, puisqu'à chaque fois, il revient en prison. Donc, c'est forcément la bonne solution, mais parfois, on ne se pose pas les bonnes questions. Parfois, il est récidiviste, forcément, on va le remettre en prison en espérant qu'un jour, il va arrêter. C'est pour ça qu'on va parler là de la désistance, qui va expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on sort à un moment donné de la délinquance, quoi. D'autres questions? Du coup, Bartha demandait si du coup tu interviens aussi au niveau du personnel pénitentiaire. De temps en temps, ça dépend des prisons, ça dépend du directeur de la prison en même temps, mais ça se fait et ça marche très très bien. Je suis très demandeur d'intervenir beaucoup plus auprès des surveillants, mais sachez qu'il y a beaucoup de surveillants pénitentiaires qui ne se remettent pas en cause. C'est un peu comme la police, hein. Il y a beaucoup de surveillants, mais c'est comme les policiers, ils n'aiment pas les détenus. Ils n'apprécient pas du tout, donc ils feront aucun effort là-dessus. Or, les surveillants ont un rôle dans la réinsertion en même temps, mais souvent, ils ne veulent pas le reconnaître eux-mêmes. Ils ont un rôle. Leur boulot, ce n'est pas seulement d'ouvrir et de fermer les portes. Comme ce sont des humains, ils ont quelque chose à apporter. Il y a des surveillants qui font très bien leur travail social auprès des détenus, et il y a des surveillants qui font vraiment pas très bien leur travail. Mais c'est un peu comme la police, quoi. Donc, j'interviens de temps en temps, mais pas suffisamment auprès des surveillants, quoi. Ok, dernière question avant que tu passes à la partie suivante.
Donc Dalila, pardon, Dalila faisait la remarque là. Bien souvent, on dit que le délinquant doit se prendre un mur pour avoir le déclic, mais comment le provoquer? Comment accompagner le jeune? Vers qui orienter les parents qui ont tout essayé? Non, mais parfois, si les parents ont tout essayé, peut-être que les parents ne sont pas les bons interlocuteurs auprès des jeunes. Dans la vie, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des belles rencontres ou des mauvaises rencontres. Donc, parfois, ils ont besoin de rencontrer des spécialistes. Hein. Les parents sont aussi des éducateurs, mais peut-être ils ont besoin de rencontrer des éducateurs, des psychologues, ou parfois c'est des histoires de personnes en même temps. Donc, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais au bout d'un moment, il y a quand même la responsabilité de l'individu. Il a le choix. Il n'est pas obligé de récidiver. Il peut décider d'arrêter à un moment donné de commettre des délits en même temps. C'est une question de choix, mais il y a une question de maturité, quoi. Mais c'est dans la partie où on va en parler maintenant. Hein. Donc, du coup, Yazid, je propose que tu passes à la partie suivante et puis on reprendra les questions. Merci aux participants. D'accord. La désistance, c'est un terme qui existe en France à peu près depuis une quinzaine d'années. C'est un terme anglo-saxon. C'est le processus de sortie de la délinquance. On connaît très bien les facteurs qui font qu'on peut devenir délinquant ou violent, ce que j'avais fait dans le premier webinaire que j'ai fait. C'est le problème dans la famille, le quartier où on habite, l'échec scolaire, les problèmes psy, les choses comme ça, donc la pauvreté. Et là, on va chercher quels sont les facteurs qui font que la très grande majorité des délinquants retrouvent une vie normale. Les gens ne sont pas délinquants toute la vie. La plupart de mes copains qui, avec moi avant, étaient des délinquants, aujourd'hui, sont tous mariés ou un travail à domicile. Certains ne sont peut-être pas très riches, mais au moins, ils sont heureux. Ils habitent toujours dans un quartier, des choses comme ça, mais ils ont complètement décidé de changer de vie. La grande majorité retrouve une vie normale à un moment donné, quoi. Donc là, je vais vous mettre plusieurs facteurs qui montrent qu'on peut sortir de la délinquance, quoi. Il n'y a pas d'ordre chronologique. L'un des premiers facteurs, peut-être le plus important, c'est l'âge et la maturité, ou dans le sens de la maturité. Là où on commet le plus de délits, c'est à peu près à l'adolescence, vers l'âge de 14-15 ans. C'est souvent. Ça monte jusqu'à l'âge de 20-25 ans. En général, après l'âge de 25 ans, la grande majorité décide d'une autre vie, décide de changer de vie, décide de retrouver une vie honnête en même temps, quoi. Et on le voit bien qu'en prison, il y a plus de jeunes que de vieux en même temps, quoi. Donc, c'est souvent la bascule. Certains, ça peut être à 20 ans, mais il y en a, la bascule, c'est à 25 ans. Il y en a, ça peut être à 30 ans, qui décident de changer de vie, quoi. Les belles rencontres, c'est toujours des histoires de rencontres. On peut faire des bonnes rencontres ou des mauvaises rencontres. Moi, je dis aux détenus que je rencontre en prison, si quand vous sortez de prison, vous allez revoir vos copains délinquants, il y a quand même un risque de récidive. Si vous rencontrez d'autres personnes, allez à la mission locale, allez à Pôle emploi, allez voir des éducateurs, allez voir des travailleurs sociaux, choses comme ça. Allez voir des bonnes personnes, changez de milieu. Arrêtez de travailler, de traîner la nuit avec des voyous, aller dans des cafés ou un petit peu louches ou des choses comme ça. Changez de quartier en même temps. Donc, vous voyez, c'est souvent des histoires de rencontres. Mais quand je mets les belles rencontres, c'est aussi la rencontre amoureuse, de tomber amoureux, de trouver une femme. Et beaucoup sortent de la délinquance parce qu'à un moment donné, ils sont tombés amoureux, ils ont trouvé une femme. Et souvent, leur femme leur dit, tu choisis tes copains ou moi ou pas les deux. Donc, au bout d'un moment, il doit faire ses choix. Soit il reste avec sa femme, soit il reste avec ses copains. Un travail stable, il n'y a pas de mystère. Hein. Beaucoup de détenus me disent, moi, si je ne trouve pas de travail, eh ben forcément, je vais recommencer à faire des délits parce que je n'ai pas d'argent. Vous voyez, quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu fais, quoi? Il y a certains me disent, moi j'ai une famille à faire vivre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si je n'ai pas d'argent pour payer, remplir le frigidaire, eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis obligé de voler. C'est pour ça que le travail est vraiment très très important, quoi. Donc quelqu'un et en plus quelqu'un qui travaille est moins dans la rue à ne rien faire, donc forcément il est occupé, et ses nouveaux copains, ça va être souvent des travailleurs. Quand tu commences à travailler, tu commences à changer tes habitudes. Tu sors moins le soir. Avant, le mec, il sortait jusqu'à 3h, 4h du matin. Il sait que le lendemain, il va travailler, il va rentrer beaucoup plus tôt. Donc, il y a beaucoup moins de risques de récidive. Une vie de famille stable. Beaucoup sont sortis de la délinquance parce qu'ils ont trouvé un travail. Ils ont une femme, ils se sont mariés, ils sont tombés amoureux et ils ont une vie de famille complètement stable. Je dis stable parce que si la vie de famille n'est pas stable, il y a quand même des risques de récidive. Un logement, hein, c'est normal, quand tu as un travail, quand tu as une vie de famille, il te faut un logement. Et quand tu as tout ça, souvent arrive derrière la naissance d'un enfant. Je connais beaucoup de personnes qui disent, maintenant, moi j'ai un enfant, ça y est, j'arrête. Vous voyez, on a un statut, on est devenu père, on est devenu mère. Vous voyez, il y a un autre statut. Et beaucoup décident d'arrêter de commettre des délits à partir du moment qu'ils ont ça, quoi.
L'estime de soi, il y a un gros travail sur l'estime de soi. Beaucoup de personnes n'ont pas confiance en eux. Beaucoup de personnes se disent que de toute façon, je suis un bon à rien, je resterai un bon à rien, moi je suis un voyou, j'ai que ça. C'est-à-dire, ils se mettent dans la tête qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils baissent les bras, quoi. Dès le départ, ils se disent de toute façon, je m'en sortirai jamais. J'ai toujours essayé de chercher du travail, j'ai jamais trouvé, donc ils n'y croient plus. Ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont aucune estime de soi. C'est pour ça qu'il y a un gros travail psychologique à faire avec ces personnes. Ça peut se faire aussi à l'extérieur. Ça peut être vous aussi, les médiateurs, qui décidez que quand il y en a un qui sort de prison, eh ben, vous allez le voir et vous allez sans arrêt le valoriser. Les médiateurs ont un travail aussi important auprès des personnes qui sortent de prison, parce qu'ils sont fragiles en sortant de prison. Les risques de récidive sont souvent dans les premiers mois. Si les premiers mois, la première année s'est bien passée, il y a moins de risques de récidive, quoi. Mais c'est pour ça, c'est souvent cette période charnière qui est très importante, où ils ont besoin de rencontrer des bonnes personnes à ce moment-là, quoi. La foi, certains sont sortis de la délinquance par la foi, c'est-à-dire ils ont suivi leur religion, ils sont devenus musulmans ou chrétiens, mais c'est tout le côté, la spiritualité, quoi. Donc, qui fait qu'au bout d'un moment, certains ont décidé de changer. Mais en même temps, quand ils ont la foi, ils auront d'autres comportements, hein, ils vont respecter, ils vont faire la différence entre le bien et le mal, ils vont faire des belles actions, tu vas fréquenter des gens qui ont la même foi que toi, donc tu vas parler de spiritualité, donc tout ça, ça va te changer en même temps. Il y a un travail sur toi-même qui se fait. Ça rejoint aussi l'estime de soi. Le changement de réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu changes de milieu. Si tu continues à rester dans ton quartier, à ne rien faire, à rester dans les halls d'immeubles, à fréquenter des délinquants, bah forcément, il y a toujours un risque de récidive. Certains ils disent, moi, il faut que je quitte le quartier. Si je reste dans mon quartier, forcément, je vais récidiver. Donc, j'ai envie de déménager, quoi. Il y en a qui déménagent, il y en a qui… Ou alors, ils décident de ne pas sortir le soir. Mais c'est vrai que quand tu commences à travailler, quand tu commences à fréquenter la mosquée ou l'église, donc tu vas avoir d'autres fréquentations et tu seras peut-être plus souvent avec ces personnes-là qu'avec des gens qui s'ennuient ou des gens qui commettent des délits. Et le dernier, l'échec dans la délinquance, parce que quelqu'un qui réussit dans la délinquance n'a peut-être pas envie d'arrêter. C'est souvent quand on a un échec qu'on décide de vouloir arrêter, quoi. C'est pour ça qu'il est très important d'intervenir en prison, parce qu'en prison, ils sont en échec. Et c'est pour ça que je dis que c'est le bon moment pour pouvoir les rencontrer. Parce que s'ils seront dehors, on ne les rencontrera jamais. Moi, je leur dis en prison, c'est une belle rencontre. Parce que si vous ne serez pas en prison, on ne se sera jamais vu. Et peut-être que pour certains, ça peut produire un déclic. Donc voilà les grands facteurs de la sortie de la délinquance. Moi, souvent, quand je suis en prison avec les détenus, je les fais réfléchir sur tout ça. Je leur dis souvent, quels sont les facteurs qui font que vous n'allez pas récidiver? Et à côté, on met quels sont les facteurs pour vous, quels sont les risques que vous allez récidiver? Et souvent, certains me disent, c'était bonne mes fréquentations, si je ne trouve pas de travail, je vais recommencer, si je ne trouve pas de femme, je vais recommencer. Donc, vous voyez, c'est intéressant de les faire travailler là-dessus sur les facteurs de désistance, quoi. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que vous connaissez d'autres facteurs qui font qu'on peut sortir de la délinquance? Tout le monde dort? Alors moi, tu sais, quand je vois un petit peu l'éventail de facteurs que tu cites, bah, en l'occurrence, par exemple, l'estime de soi, la confiance en soi, je me rends compte que finalement, c'est des facteurs qui sont de plus en plus travaillés déjà auprès d'un certain public dans l'insertion de manière classique. Donc, au final, je réfléchis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que oui, la facilité pour certains, c'est de les banaliser la prison, de les mettre en prison, etc. Voilà, on ne va pas revenir dessus parce qu'après, c'est vrai qu'il faudrait connaître les raisons pour lesquelles ils ont été incarcérés, etc. Mais ça veut dire que oui, finalement, ce travail-là, on se rend compte qu'il doit être fait déjà bien en amont. Puis finalement, comme toi tu le cites, je me dis, bah ouais, on se rend compte que c'est quelque chose qui est important et cette estime de soi, qui est prison ou pas déjà, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Donc effectivement, si en plus la personne est incarcérée, ça peut encore plus creuser l'écart pour le manque d'estime, le manque de confiance. Ouais, ça me fait penser à ça. Après, je sais pas, au niveau des médiateurs, s'il y en a qui sont plus sur un volet un petit peu insertion, est-ce que vous me rejoignez? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, tout simplement? Alors, Bartha nous dit peut-être la prise de conscience de leur acte. Oui, il faut les faire réfléchir là-dessus. Bartha, vous voulez intervenir?
Bartha. Je sais Oui, pas si elle a un micro. Oui, oui, vous m'entendez, hein? Oui, j'entends. oui. En fait, oui, que le jeune prenne conscience de ce qu'il a fait, hein, justement, le fait d'avoir justement causé des. Bah, forcément, les parents ont souffert quand leur gamin était incarcéré, quoi. Donc, il y a aussi cette prise de conscience et dire, voilà, ben, je fais souffrir mes parents. Enfin, voilà, est-ce que s'il y a cette prise de conscience, ça peut éviter justement aux jeunes de récidiver, quoi. Ouais. Et ouais, voilà. La prise de conscience, ça se fait aussi avec la maturité, quoi. Certains n'ont pas la. Après, c'est des choix, hein. Mhm. Moi, j'étais pendant 15 ans délinquant, c'était mon choix, quoi. Prise de conscience, je m'en foutais, quoi. J'ai décidé que je vais gagner ma vie en volant les autres, quoi. Pour ça, ce sont des choix en même temps. Et la prise de conscience vient parfois plus tard, mais ça vient aussi parfois par des histoires de rencontres, quoi. Alors, il y a Johan également qui donne un petit exemple. Donc, Johan dit, voilà, il y a des pères de famille qui sont ou ont été en prison contre le plein gré, leur plein gré. Je m'explique, un père apprend que sa fille s'est fait violer, il trouve le gars et le tue. Est-ce juste qu'il parte en prison ou pas? Donc, Bah, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, hein. On n'a pas le droit de se venger, quoi. Donc, c'est la justice qui juge, c'est pas le. On n'a pas le droit de se faire justice soi-même, quoi. Donc, la personne Johan, ça apprendra répond à s'il votre a tué, question? c'est meurtre, hein. Au C'est contraire, ça, c'est-à-dire que la peine sera encore plus sévère parce que ça c'est pas un meurtre, ça s'appelle un assassinat. Un assassinat, c'est souvent perpétuité. C'est-à-dire que tu as tout préparé pour tuer la personne, quoi. Donc après, je suis pas spécialisée, mais c'est vrai que le souci, c'est que on peut, enfin, Johan, je ne sais pas si c'est dans le sens-là que vous vouliez aller. C'est plus, on se dit, bah oui, mais bon, c'était entre guillemets c'est plus justifié, mais voilà, le problème, c'est que il transgresse la loi et ça reste quand même, il a quand même tué quelqu'un. Ah oui, oui, oui. Non, c'est encore plus grave qu'un meurtre. Ça s'appelle un assassinat. C'est-à-dire que tu as tout préparé pour tuer la personne, c'est un assassinat. Et la peine, c'est souvent entre 20 et perpétuité. Johan, vous vouliez intervenir, vous voulez dire quelque chose de plus ou pas? Bon, Après, je vous mets quelques références. alors Johan dit oui, je suis d'accord, mais le gars va pas rester longtemps en prison. Le quoi? Il dit que Je suis lui, il d'accord, est mais quoi? d'accord, mais que le gars ne va pas rester longtemps en prison. Bah, et tue quelqu'un, il va pas rester longtemps. Comment ça? Il va rester Johan, vous longtemps. pouvez prendre la C'est 20 en parole? perpétuité. Bah, je vous ai dit, c'est 20 ans en perpétuité, quoi. C'est pas, je sais pas si ça s'appelle longtemps ou pas. Ah, il parle du violeur, d'accord. Mais non, mais le violeur, il prend la peine, c'est entre 15 et 20 ans, quoi. Oui, donc je suis d'accord avec vous, mais moi après pour la fille qui est violée, elle c'est à vie qu'elle est qu'elle est mal quoi. Oui, oui, je Alors sais. que le gars il va en prison 10 20 ans et puis en fait il ressort et puis en fait il peut recommencer même encore Oui, bien sûr. Oui, oui. et je trouve ça un peu injuste, mal fait. La Bah, justice la peine de mort n'existe pas en France, donc il prendra entre 15 et perpétuité s'il a violé, quoi. ouais voilà, exactement. Donc, Ok. je pense que donc ça devrait être un peu plus sévère que maintenant, parce que sinon c'est trop facile. Donc la personne, elle continuera forcément. Non, pas forcément, mais je vous ai dit que les personnes qui récidivent moins, ce sont les violeurs. Ouais, Oui, oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. En d'accord. général, oui, mais en même temps, ils ont fait 20 ans de prison, quoi. Donc, en général, ils n'ont pas envie de récidiver, quoi. Après, c'est tellement médiatique à chaque fois qu'il y a un viol, on a l'impression que la plupart des violeurs récidivent, quoi. Mhm. Très bien, merci. Et tout à l'heure, Kira nous disait que, je voulais juste avoir confirmation, que Souad avait travaillé en prison. Souad, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas si elle est encore connectée, Souad. Ouais. Je ne sais plus si elle a le micro ou pas, Souad. En même temps, je vous ai mis une photo d'une cellule pour mère enfant. D'accord. Sachez qu'un enfant peut rester jusqu'à 18 mois. À 18 mois, l'enfant doit sortir de la prison, hein.
Souad, vous avez un micro? Ah, peut-être qu'elle est partie. Hein. Non, non, elle est là, elle a répondu sur le chat, mais je voulais juste savoir si elle a un micro, comme ça, si elle veut nous faire part de son expérience. Excusez-moi. Attends. Oui, Oui, Souad? Ah, on m'entend là? Oui, oui, on vous entend. C'est transmis. Pour les cellules, les enfants à 18 mois, ils sont envoyés dans des familles d'accueil ou dans les familles de… Ah, soit ils retournent dans leur famille chez les parents ou les grands-parents, ou soit on les met dans des familles d'accueil. D'accord. Et à 18 mois, l'enfant doit sortir de la prison. Est-ce que c'est facile pour les parents ensuite de récupérer les enfants? Est-ce que c'est facile? Oui. Il y a une enquête quand même qui est faite. Il faut déjà que la mère qui est en prison soit d'accord. Il y a une enquête qui est faite, puis après, on peut la donner aux parents. Quoi. Mais il y a une enquête qui est faite quand même, quoi, par les services sociaux. Merci. Allô, oui, vous m'écoutez? Oui. Oui, c'est qui? C'est Souad? Oui, oui. Ok, on vous entend. J'ai déconnecté comme ça. Maintenant, ça marche bien le micro, je crois. Alors, moi, j'ai travaillé en Italie en 2017. J'ai fait la médiation au présent et aussi j'ai fait l'enseignement de la langue italienne là-bas. Et allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Allez-y, continuez. Ouais. Je crois qu'elle était une expérience. Nous avons fait les cours de l'alphabétisation pour les prisonniers. Alors, pour les détenus italiens ou c'était des détenus étrangers? Non, étrangères. D'accord. Okay. Car ils ne parlent pas ni français ni arabe. Donc, la plupart parlent seulement l'arabe et français. Et un peu de français anglais. Mais j'ai fait les cours pour eux de l'italien et elle était une expérience, je crois, elle était une expérience. Alors, du coup, Souad, est-ce que c'était c'est le fonctionnement en Italie, c'est-à-dire en Italie, il y a des médiateurs qui vont en prison, c'est comme ça, ou c'était une expérience exceptionnelle à titre expérimental? Je pense qu'elle doit avoir des soucis de connexion parce que on ne l'entend plus. Alors du coup, on va continuer, puis on reviendra plus tard sur Souad, on la reprendra à la fin de ton intervention. Ok, s'il y a d'autres questions, enfin, je vous ai mis, vous voyez là, au tableau, ouais? Oui. Après, je voulais, vous allez les avoir en… Nadia va vous les envoyer tous, hein, tous ces documents que je vais vous mettre là. Bon, j'arrête le PowerPoint et je reviens là. Oh, il y a un problème là. On récidive, on est… Ah, il y a… Je ne sais pas comment ça se fait. J'en sais rien. C'est la prison, ça l'a marqué. C'est pas marrant. Hein. Il y a des cellules partout. C'est dur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah. Bon, on continue quand même, en attendant. Voilà. Alors, ce que je fais, je le coupe 2 minutes et puis je reprends tout de suite là. Tu te reconnectes, d'accord. Alors, en attendant que Yazid se reconnecte, il y a eu un petit souci. N'hésitez pas à participer, à faire part de vos remarques. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu vos retours. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre la parole. Il faut que j'arrête un peu. Il faut que je vous laisse aussi la prendre un petit peu. Donc, n'hésitez pas, au contraire. Ouais, c'est bon. Voilà. Après, vous pouvez le voir en prison hein, si vous voulez vous former. Hein. Alors, Bartha dit que certains parents banalisent les actes de leurs enfants. Ceci peut pousser à la récidive. Oui, les parents ont une part de responsabilité. Mais souvent, ce sont des parents qui sont dépassés par leurs enfants, qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas comment faire et qui n'osent pas le dire, qui ont honte.
Donc, au bout d'un moment, moi, je dis toujours aux parents, quand vous êtes en difficulté, il faut le dire, quoi. Il faut aller voir quelqu'un qui peut vous aider là-dessus, mais ne restez pas comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des parents qui n'arrivent plus à tenir leurs enfants et ne savent plus comment faire, quoi. Fatma demande comment aider ses parents. Comment aider ses parents? D'abord, ses parents, il faut qu'ils sortent de chez eux, parce que souvent, les parents les plus en difficulté, ils restent enfermés chez eux, donc qu'ils puissent sortir, qu'ils puissent aller voir des travailleurs sociaux, qu'ils puissent aller au centre social, qu'ils puissent parler à ses voisins, et choses comme ça. C'est-à-dire que plus ils seront bien entourés, plus ils trouveront peut-être des solutions pour pouvoir s'en sortir en même temps, quoi. C'est comment aider ses parents, mais à condition que nous, travailleurs sociaux ou médiateurs, si vous avez une relation de confiance avec quelques parents, puis que ces parents ils vous apprécient, puis qu'ils commencent à vous dire leurs difficultés, votre travail de médiateur, c'est d'abord de bien les écouter et avec l'accord des parents, d'en parler à la bonne personne, quoi, au bon travailleur social qui peut aider ses familles, quoi. C'est pour ça que le rôle du médiateur est très important à ce niveau-là. Dalila dit qu'il y a certains parents aussi qui racontent les bêtises de leurs enfants à tout le quartier. Du coup, dès qu'il y a un problème, je vous laisse prendre la parole. Peut-être Dalila, ce sera plus simple. Dalila? Non, pourquoi? Oui, mais il y a aussi les parents qui sont fautifs, hein, qui laissent faire et bien sûr qui vantent que leur enfant fait des bêtises, quoi. Alors, Kéra veut prendre la parole. Allez-y, Kéra. Oui, moi je rencontre des parents où ils ont les enfants en difficulté et quand je parle à des parents, je les conseille de prendre d'aller voir un éducateur, si je peux faire quelque chose, c'est-à-dire si je peux contacter un éducateur pour qu'ils puissent parler avec eux, et ils veulent pas. Ils veulent pas parce que ils savent que c'est un éducateur qui va passer par le conseil général, par les assistantes sociales, et puis qui va y aller chez eux pour aider l'enfant. Et ça leur plaît pas, quoi. Ils veulent pas trop. Non, mais c'est aussi une réalité, hein. Il y a des parents qui ne veulent pas aller voir l'institution parce qu'ils ont peur qu'il y ait une enquête qui va être faite chez eux, Voilà. qu'on va accuser d'abord les parents, qu'on va d'abord les accuser que c'est des mauvais parents. Ce ne sont pas des mauvais parents, ce sont des parents en difficulté avec leurs enfants. Vous voyez, ce n'est pas la même chose en même temps. Donc, ils n'osent pas. C'est pour ça que le médiateur peut quand même aider les parents. Après, le médiateur, ce n'est pas à lui de s'occuper de cette affaire-là, mais c'est qu'il faut quand même essayer de les orienter vers un bon partenaire et qui décidera qu'est-ce qu'il peut faire avec ses familles en même temps, quoi. Oui, mais c'est ça le problème. C'est quand on va les orienter, on leur pose toujours d'avoir un éducateur qui peut les aider. Mais l'éducateur ne va peut-être pas en parler au département. Il est dans le secret professionnel. Peut-être que l'éducateur va essayer de l'en sortir sans en parler à tout l'entourage. Alors, c'est un éducateur du quartier. Oui, mais l'éducateur du quartier, il travaille quand même dans une institution. Donc, ça dépend de l'accord qu'il va passer avec la famille. Il peut très bien dire à la famille que j'en parle à l'extérieur. Peut-être qu'ils vont décider de ne pas en parler à l'extérieur et que l'éducateur va essayer quand même, par la parole, d'aider ses familles en même temps, sans en parler à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a besoin de fixer un accord entre l'éducateur et la famille. Il y a une question de confiance en même temps, entre l'éducateur et puis la famille, quoi. D'accord. Ok, merci. Merci, Yazid. Ouais. Alors, par rapport, tu sais, Yazid, justement, au médiateur, moi, ce qui me marque dans le métier de médiateur, c'est que justement, il y a une certaine liberté. On n'a pas de, comment dire, si le médiateur reçoit un public, il ne doit pas rentrer dans une case. Et du coup, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que pour moi, le médiateur, il arrive à captiver des publics qu'on ne retrouvera un peu nulle part, dans le sens où quand la personne se présente, ce n'est pas un dossier, il y a une certaine liberté. Et justement, ce côté-là, est-ce que ça ne peut pas faciliter le contact justement avec les personnes qui ont des difficultés avec des enfants qui sont délinquants, etc. Vu qu'on n'est pas là, entre guillemets, pour les mettre à tout prix dans un dossier. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, je comprends, mais le rôle du médiateur,
il ne peut pas suivre la famille. Il peut à un moment donné la rencontrer, discuter, les rassurer, des choses comme ça, mais au bout d'un moment, comme il ne peut pas aider toutes les familles et tout ça, au bout d'un moment, il transmet au bon partenaire. Un médiateur, ce n'est pas un éducateur, ce n'est pas un psy, ce n'est pas une assistante sociale. Donc, au bout d'un moment, c'est ton bon professionnel de pouvoir aider ces familles en même temps, à condition que la famille le veuille. Si elle ne le veut pas, eh ben forcément, ça sera toujours le médiateur qui sera en relation avec la famille, mais il n'a pas quand même tous les outils que peuvent avoir l'éducateur et l'assistante sociale. Il y a une relation de confiance qui peut se tisser, mais au moins le médiateur, c'est de parler des droits de la famille, également des droits puis des devoirs, mais d'orienter la famille vers le bon partenaire. Le médiateur ne peut pas aussi aider toutes les familles qu'il a autour de lui, quoi. Sinon, au bout d'un moment, il va être débordé et puis il va sortir de son rôle, quoi. Donc, dans ce sens, une fois de plus, c'est important pour le médiateur de délimiter les contours de son métier et de ses possibilités d'intervention, et également de se dire, à un moment donné, c'est pas mon rôle, il y a des personnes, des professionnels qui sont spécialisés et auxquels voilà, je peux faire appel justement pour qu'ils prennent le relais. Donc, on peut dire que ça peut être le premier contact avec la famille ou le délinquant lui-même, hein. Mais après, effectivement, ça ne fait pas partie de ses missions au niveau, on va dire, au niveau professionnel, ce n'est pas son rôle. Tout à fait, oui. D'aller avec l'accord des familles. Hein. Il demande aux familles, est-ce que vous voulez que je parle de ce que vous m'avez dit à un éducateur ou une assistante sociale ou autre en même temps? Il demande l'accord. Il demande l'accord pour ne pas trahir la confiance que les parents leur ont donnée. Parce que les parents peuvent avoir une grande confiance au médiateur, mais ils ne connaissent pas l'éducateur. Donc, c'est une négociation qu'il faut qu'il aille avec la famille, quoi. Il dit, voilà, mais ça, ce n'est pas ma fonction. Ça, moi, je ne peux pas dépasser ces temps en même temps. Donc, au bout d'un moment, il dit, si vous voulez aller plus loin, il faut à un moment donné rencontrer l'éducateur, l'assistant social, quitte à l'accompagner. Mais il faut qu'il y ait l'accord de la famille, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions ou tout simplement des remarques? Alors, Dalila, quand l'institution est défaillante, existe-t-il des séjours de rupture pour ces jeunes délinquants? Alors, Dalila, quand vous dites les séjours de rupture, c'est-à-dire un petit peu comme le font certains EduxP, quand ils partent par exemple un voyage à l'étranger, ou c'est dans ce sens-là? Okay. Oui, pour moi, les séjours de rupture, c'est de le faire sortir de l'environnement où il vit pour aller ailleurs. Ailleurs, tout ça. Mais les séjours de rupture, c'est une institution. Hein. C'est une équipe d'éducateurs ou d'autres professionnels, c'est toujours une institution. Et c'est vrai que c'est très, très bien pour les séjours de rupture. À un moment donné, il faut prendre ces jeunes-là et les faire sortir de l'environnement où ils sont. L'environnement où il est criminogène pour ces jeunes-là. Donc, ces jeunes s'en sortiront si à un moment donné, on part loin avec eux et qu'on fait un travail là où on est avec eux, quoi. Mais ça reste une institution. Hein. Alors, on a une intervention de Mou. Bonjour Mou. Donc Mou, vous dites que du coup, je pense que c'est une histoire d'éducation et de religion, et encore moins en parler à des étrangers ou des inconnus. C'est-à-dire, Mou, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, juste, c'est vrai que quand vous dites c'est une histoire d'éducation et de religion, ça me fait un petit peu réagir. Après, pas du tout en tant que spécialiste, dans le sens où parfois, il y en a qui ont tout pour, il y a le cadre, etc. Ils ont bien été éduqués, etc. Et malgré tout, ils peuvent se retrouver délinquants. Alors, maintenant, je ne suis pas spécialisée, ce sera peut-être plus à Yazid de répondre. Mou, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Alors, j'essaye d'expliquer. C'est en fait par rapport à nos parents, les anciens. Ils n'osent pas, en fait, comment dire ça? Raconter, en fait, leur vie privée, malgré que la plupart des gens, surtout dans le quartier, tout le monde se connaît, même en sachant que on sait ce qui s'est passé, le fait s'y traîne là, il est entré dans un engrenage, en fait. Et les parents, ils gardent tout ça pour eux. Et encore moins d'y aller voir un éducateur ou je ne sais pas comment expliquer ça. Mais c'est l'expérience que je vois dans les quartiers de tous les jours. Des parents que je connais très bien et qui
malgré leur enfant, hein, ce qu'ils traversent, ben, ils n'aiment pas trop en parler. Oui, mais ça, c'est pour tous les parents. Les parents ont du mal à dire qu'ils ont du mal avec leur enfant. C'est tabou pour certaines familles. C'est la honte de dire que j'y arrive pas avec mes enfants. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, les parents le vivent très mal. C'est pour ça que le rôle du médiateur est très important pour d'abord rassurer ses parents. C'est pas des mauvais parents. On peut avoir des très bons parents éducateurs et les enfants n'ont pas envie de vous suivre. Hein? Moi, c'est pas mes parents qui ont fait que je suis devenu délinquant, c'est qu'au bout d'un moment, moi, j'ai fait le choix de la délinquance. Donc, on peut avoir des très bons parents qui sont en échec avec certains enfants. Donc, c'est pour ça que d'abord, il faut les rassurer et puis essayer de rencontrer le bon partenaire qui peut vraiment écouter, comprendre et puis accompagner ces familles en difficulté. Merci. Dalila demande comment mesurer l'impact de l'intervention auprès des jeunes. Il y a une question de confiance. Parfois, les jeunes ne veulent pas. D'abord, les jeunes n'aiment pas les adultes. Beaucoup de jeunes n'aiment pas les adultes. Il y a encore moins les institutions. Donc, c'est tout un travail de confiance qu'on tisse avec eux en même temps, quoi. Le rôle des médiateurs est encore important. C'est d'aider le jeune, mais aider aussi les partenaires à aller rencontrer ces jeunes qui sont en difficulté en organisant des activités. Et au bout d'un moment, si les jeunes vous apprécient, le jeune va commencer à se confier, parler de ses difficultés qu'il a à l'intérieur. Et s'il arrive à se confier à vous, vous avez gagné, quoi. C'est pas facile au départ, mais c'est pour ça qu'il faut avant tout créer cette bonne relation avec le public, cette relation de confiance. Et elle se fait avec le temps. Pour ça prend du temps, quoi. Alors, quand elle dit comment mesurer l'impact de l'intervention auprès des jeunes, peut-être est-ce que c'est, je ne sais pas si Dalila, c'est ça que vous voulez demander, est-ce que c'est en termes d'outils de mesure, c'est-à-dire que comment mesurer l'impact positif, entre guillemets, par rapport justement au suivi qu'aurait pu avoir le jeune, c'est ça? Est-ce que c'est ça, Dalila? Oui, c'est ça. Oui, après, il n'y a pas une histoire de chiffres, mais quand on voit un jeune qui, au bout, il commence à faire des bêtises, puis après, on voit le mec qui va à la mission locale, qui cherche du travail, qui a trouvé une formation, et ben, l'impact, il est là, on a gagné quelque chose, le jeune s'en est sorti. Les parents viennent vous remercier, le jeune vous remercie, vous avez gagné quelque chose, quoi. Parce que vous avez réussi, grâce à vos efforts et au travail que vous avez fait, de le persuader, et qu'en fin de compte, le jeune a réussi à s'en sortir. Donc, vous y avez participé. Donc, l'impact n'est pas que dans les chiffres, mais vous voyez le résultat puisque vous travaillez sur le quartier, quoi. Oui, non, pas forcément un suivi quantitatif, mais effectivement, ça peut être qualitatif et c'est d'autant mieux quand c'est qualitatif. Ouais. Alors, Ludovic demande comment orienter un jeune qui ne veut pas adhérer. Continuer à insister et comprendre pourquoi il ne veut pas adhérer. Essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi il ne veut pas adhérer? Il y a des raisons derrière. Il n'aime pas l'individu. Peut-être qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il a peur de changer de vie. Il n'a pas envie de changer de vie. Il a envie de rester avec ses copains parce que ses copains vont le dire ouais, tu nous quittes, tu nous trahis, des choses comme ça. Donc, il faut toujours essayer d'abord de l'écouter, de créer cette relation de confiance, qu'il arrive à se confier, et essayer de comprendre pourquoi il ne veut pas être suivi, pourquoi il ne veut pas aller vers l'autre en même temps. Une fois qu'on a compris, peut-être qu'on trouvera des pistes de solutions. Après, c'est des choix. Si la personne ne veut pas, si la personne veut rester délinquante, et qu'elle reste délinquante, quoi. On fait nos efforts, mais après, au bout d'un moment, c'est la personne qui prend ses responsabilités, quoi. D'accord. Du coup, Yazid, ce qui est beaucoup revenu, c'était, par exemple, changer de quartier, changer de ville, etc. Mais est-ce que, moi, ma question, c'est, est-ce que c'est, entre guillemets, une obligation pour pouvoir éviter la récidive, s'en sortir, ou ça dépend vraiment de la personne, j'allais dire si elle est forte ou pas, mais après c'est dénigrer ceux qui quittent leur ville d'origine. Mais du coup, est-ce que pour toi c'est obligatoire, ou au contraire tu as eu des exemples de personnes qui sont restées dans leur quartier, dans leur ville d'origine et qui ont réussi à s'en sortir? C'est pas obligatoire, c'est une question de personnalité de la personne. Si elle est forte, si elle est capable de dire non à sa bande, quand sa bande propose d'aller faire une connerie, qui dit non, d'accord. Mais si la personne est faible, elle est influençable et tout ça, et elle-même, elle te dit, vous savez, si je reste toujours dans le quartier, je n'arriverai pas à m'en sortir. S'il est s'il y a la pression de la bande, il y a la pression de toute la bande qui essaie de l'attirer, des choses comme ça, donc au bout d'un moment, certains individus, certains jeunes, il faut les faire sortir.
pour faire un travail sur eux-mêmes en même temps. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas se confier dans le quartier. Par contre, si tu les emmènes à la campagne, tu fais un séjour avec eux, la relation de confiance va sortir et les jeunes vont commencer à dire certaines choses, il va commencer à se confier, on va commencer à faire un travail avec lui, mais ce travail, il peut se faire si à un moment donné, on l'a ailleurs. Si par exemple, vous travaillez dans le quartier, puis le matin, vous donnez un rendez-vous, le matin, il ne se lève pas, il a du mal à se lever, puis il préfère être avec ses copains, c'est qu'on ne peut pas faire un bon travail éducatif avec certains jeunes tant qu'ils resteront dans le quartier, tant qu'il restera dans sa famille, parce que des fois, c'est la famille qui n'est pas bonne en même temps, où il y a des problèmes dans la famille. Donc, à un moment donné, il faut peut-être le faire sortir de la famille, sortir de l'environnement pour trouver un autre endroit pour faire un travail dans le temps et dans un endroit plus paisible en même temps. Vous voyez, ça dépend de l'environnement et ça dépend de la personnalité de l'individu, quoi. D'accord, donc parfois on va dire c'est être dans un endroit neutre, ça peut faciliter, Ah oui, pour certains, oui. les Il y en a, choses. c'est la famille. Hein. Il y en a, ça ne va pas du tout dans leur famille. Donc au bout d'un moment, il faut les faire sortir de leur famille pour faire un travail à l'extérieur, quoi. Alors du coup, Johan nous pose une question. Comment sortir un jeune ado qui est entré dans un groupe de délinquants, trafic de drogue, car on lui a dit que tu sais trop de choses sur nous, si tu sors du groupe, on te tue. Ouais, c'est pour ça que les séjours de rupture ou faire sortir ces jeunes du quartier pendant un moment, c'est bon en même temps. Et c'est vrai que ta bande, elle t'oblige à rester avec eux. Si tu quittes la bande, c'est une trahison pour toute la bande, ils le vivent mal. Et toi aussi, tu as peur de ta bande et tout ça. Donc, pour certains, c'est pour ça que le jeune, il faut qu'à un moment donné, il ose vous le dire qu'il est en difficulté à cause de sa bande, qu'il a la pression de la bande, et qu'on va l'aider, ce jeune-là, à sortir de cet environnement et aller ailleurs avec eux pendant un certain temps, quoi. Alors, ça me fait penser à ce que disait tout à l'heure Mou, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle des parents qui appréhendent le regard des autres, qui refusent de faire certaines choses par rapport au regard des autres, par rapport à la situation, même si la situation est connue, etc. Et du coup, on a aussi le jeune délinquant, finalement, qui est aussi touché par ce regard, qui fait par rapport aux autres, et au final, qui refuse finalement, entre guillemets, hein, c'est un peu trash de dire ça, mais qui refuse de s'en sortir justement pour les autres, parce que ce serait un petit peu de la trahison, etc. Finalement, ce regard des autres, on le retrouve un peu à tous les niveaux. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a une histoire de maturité. Quand tu es jeune, tout ce que tu fais, c'est toujours par rapport aux autres. Pourquoi tu t'achètes des affaires de marque? Pourquoi tu achètes une belle voiture? C'est surtout pour épater tout le monde autour de toi. C'est pour ça quand tu arrives à une certaine maturité, il y a une question d'âge, au bout d'un moment, tu t'en fous des autres, ce qui compte, c'est toi en même temps. Quand tu commences à ne plus penser aux autres et de penser à toi-même, on voit que tu commences à changer en même temps, quoi. Mais ça, c'est la jeunesse. Hein. On veut toujours, on existe par rapport aux autres. Pour ça, il faut arrêter d'exister par rapport aux autres, il faut exister par rapport à soi-même. Mais c'est pour ça, c'est souvent une histoire de maturité puis de personnalité. Ok, merci. Est-ce que toi, Yazid, dans tes différentes expériences, comme tu as beaucoup de contacts aussi avec certains détenus, est-ce que tu as des exemples d'issues, entre guillemets, positives, où tu as rencontré, de par tes interventions, un détenu, et tu as pu le voir à sa sortie, et maintenant tu sais que voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine stabilité. Est-ce que tu as des exemples comme ça? Ah, mais des exemples comme ça, j'en ai sans arrêt, sans arrêt. Il y en a plein qui ont changé. Il y en a qui se prenaient un déclic. Il y en a qui ont trouvé du travail, qui ont décidé de changer. Il y en a qui se sont mariés, qui ont complètement changé. Il y a une question d'âge. Il y a une question qu'à un moment donné, ils ont fait d'autres choix. Il y a des gens qui m'écrivent. Ils disent, franchement, Yazid, depuis la rencontre, franchement, tu m'as ouvert les yeux. Il y a eu un déclic qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, la rencontre, elle apporte quelque chose. C'est à nous d'être le plus persuasif possible, quoi. Il faut vraiment qu'on soit convaincant dans notre discours, dans le regard, dans notre posture. Ça tient beaucoup à nous en même temps. Si on valorise la personne, si on la reconnaît, si on dit franchement je crois en toi, si on y croit vraiment, la personne va reconnaître qu'en fin de compte tu l'aimes bien, tu l'aimes parce qu'il y a une question d'amour, de bien aimer la personne et tout ça. Il dit franchement je m'en suis sorti parce qu'à un moment donné tu m'as intéressé. C'est comme certains jeunes disent moi je m'en suis sorti à l'école parce que j'ai trouvé un prof intéressant. C'est pour ça c'est souvent l'histoire d'une rencontre avec une personne bienveillante, quoi. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit le plus convaincant possible, quoi, dans notre travail, quoi. Ok. Je ne vais pas tarder à arriver parce que j'ai un rendez-vous derrière, il faut que je vais en prison là. Excusez-moi. D'accord.
Alors, du coup, comme l'a dit Yazid, je vous transmettrai son PowerPoint par mail, hein, comme les autres webinaires. En tous les cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à toi, Yazid, Merci beaucoup. pour ce webinaire. Merci à vous. Et je vous envoie tout.